Les villes et la société urbaine en France du XVIIe au XVIIIe siècle. Texte de Pierre Goubert, qui est né à Saumur en 1915. Spécialiste de la démographie historique de la France d'Ancien Régime, Pierre Goubert a été successivement directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, puis professeur à l'Université de Paris 1, Sorbonne, où il a formé de nombreux chercheurs et de nombreux étudiants. Sa thèse doctorat a fait date. Elle portait sur Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Pierre Goubert est également l'auteur d'un ouvrage qui a connu beaucoup de succès, Louis XIV et 20 millions de Français. Le présent texte est tiré d'un ouvrage publié en 1969 chez Armand Collin, ouvrage qui s'intitule « L'Ancien Régime, tome 1, La Société ». Étudier, même scientifiquement, les villes de la fin du XXe siècle n'offre aucune utilité pour comprendre les villes d'Ancien Régime. Là, comme ailleurs, il importe à l'historien de se défaire de son temps. Nous savons déjà que le fait urbain était largement minoritaire. Paris n'atteignit le demi-million qu'au XVIIIe siècle et ne groupa guère plus de 2% des Français. 6 villes entre 60 et 100 000 âmes, une dizaine autour de 30 ou 40 000, moins de 50 autour de 10-15 000, quelques douzaines de gros marchés et de petits centres administratifs. Le total arrive difficilement à 3 millions de personnes, à peine 15% des Français. Mais il est sûr que l'importance des villes ne dérive pas du nombre de leurs habitants. Elles ont pris de plus en plus la direction du royaume. Elles en concentrent les richesses, les talents, tout ce qui brille, tout ce qui compte, tout ce qui détient le pouvoir, la puissance et la culture. La minorité urbaine domine. Tous les vieux dictionnaires reflètent l'expérience courante. Ce qui fait la ville, ce sont d'abord les murs, presque toujours précédés de terrasses et de fossés. Il n'est de ville que murée, du moins jusqu'au moment où, après le XVIIe siècle, nombre de murailles seront abandonnées puis détruites en attendant de devenir boulevards à promenade. Cette rigoureuse définition entraîne des conséquences qui surprennent. Des agglomérations de quelques centaines d'âmes conservaient le titre et les privilèges de ville si elles étaient murées ou l'avaient été. Ainsi, les insignifiantes bourgades de Gerberoy et surtout de Bulle, aux confins du Beauvaisis et des provinces voisines, anciennes places fortes, qui avaient pu avoir une utilité vers le XIIe siècle et qui gardaient encore vers 1700 leur titre de ville, leur statut, leurs privilèges. Survivance bien caractéristique de l'Ancien Régime qui respecte et vénère le passé, même absurdement. Bon nombre de ces villes avaient construit leurs premiers murs, souvent doublés de fossés, lors des invasions du Bas-Empire. D'autres, puis de nouvelles, dans le millénaire qui suivit. Beaucoup les conservent encore, au moins comme reliques. L'on sait que les villes qui grossirent le plus furent amenées à construire des cercles plus ou moins concentriques d'enceintes successives, dont celle de Paris donne seulement un exemple. Jusque vers le milieu du XVIIe siècle,
un peu plus tard pour les villes demeurées ou devenues frontières, ou passées à Vauban, ces murs jouèrent un rôle effectif de défense. Longtemps, en effet, y compris sous Louis XIV, les guerres furent conçues comme un jeu estival d'attaque et de défense de places plus ou moins fortes. Les citoyens et les deniers de la ville entretiennent les murs, les pourvoient habituellement d'artillerie, de munitions, de défenseurs. Le gouvernement n'intervient que dans les cas graves. Chaque soir, les portes de la ville sont solennellement fermées, avec tout un cérémonial, et les citadins peuvent dormir en paix, à l'abri des pillards, soldats, vagabonds, voleurs, ennemis même. Jusqu'en plein XVIIe siècle, les paysans se réfugient avec famille, charrettes et bestiaux, à l'abri des grands murs lorsqu'une menace apparaît, réelle ou imaginaire. À la même époque, les rois, que des décennies de révoltes provinciales avaient rendus prudents, se sont attachés à désarmer les murailles et les villes et obligèrent parfois à leur démolition. Mais les murs, même abandonnés, même croulants, ont profondément marqué les villes. D'abord, en y facilitant un entassement extravagant dont les derniers îlots du vieux Paris, la ville la plus dense du monde, donnent aujourd'hui encore le saisissant spectacle. Entassement qui favorisa, en des siècles dont le manque d'hygiène surpassa celui du Moyen-Âge, qui aima les bains et les étuves, le pullulement des parasites et la marche foudroyante des épidémies. Qui favorisa peut-être aussi cet esprit de clocher qui marqua longtemps la mentalité des citadins, persuadés d'habiter la ville la plus remarquable de toute la province, sinon de l'univers, et jalousant jusqu'à la haine et aux empoignades au moins verbales tous ceux qui osaient en douter. L'essentiel est pourtant que ces murailles, même vétustes et ruinées, marquent fortement des limites juridiques. Bien que le ban d'une ville ait pu s'étendre, à certains égards, à des lieux, banlieue sens premier, qu'elle faisait bénéficier d'une partie au moins de ses privilèges, de marché, de justice, de finance, c'est à l'intérieur des murs que ces privilèges prenaient toute leur force. Car le privilège caractérise la ville autant que le mur. Les plus petites, comme les plus grandes, détiennent depuis longtemps, bien avant le XVIe siècle, une foule inextricable de privilèges et de libertés. Les deux mots sont presque synonymes, honorifiques ou très matériels, dont elles font dresser des recueils, qu'elles font confirmer à chaque changement de monarque, non gratuitement d'ailleurs. Beaucoup, comme Bordeaux, comme Paris, comme Rouen, comme Angers, sauf une paroisse, comme Beauvais et tant d'autres, sont exemptes de taille. Avantage considérable, tempéré par l'usage qu'instaurèrent vite les rois d'y lever des subsides ou des subventions, d'abord extraordinaires puis permanents, mais qui demeuraient bien inférieurs à ce qu'aurait été la taille. Si bien que l'idée grossière qui veut que la taille était l'impôt du roturier, idée fausse pour tout le Midi, est inexacte aussi dans les pays de taille personnelle du Nord. D'innombrables, d'inattendus, de contradictoires privilèges financiers s'ajoutaient ou se substituaient à celui-là. Dégrèvements ou taux spéciaux pour les diverses taxes à la circulation, à l'entrée, à la sortie de certaines marchandises. Franchise partielle du sel, facilité pour le ravitaillement en bois ou en vin. Tout ce que la tradition, les tractations, les divers rapports de force, les protections seigneuriales, les originalités locales et les particularismes ont pu inventer ou conserver. En fait, la ville est toujours plus libre, c'est-à-dire plus privilégiée
que la campagne voisine. Mais le privilège essentiel des villes, c'était de s'administrer elles-mêmes, au moins en principe. Les communes du Moyen-Âge continuent d'exister au temps moderne. Henri IV n'en supprima qu'une, Amiens, et Louis XIII deux, Saint-Jean d'Angély et La Rochelle, même si le pouvoir royal essaye lentement, inégalement, incomplètement, de les affaiblir ou de les grignoter, surtout à partir de Louis XIV. Chaque ville a son corps de ville, son échevinage, son consulat dans le Midi, sa jurade comme Bordeaux, son capitoulat comme Toulouse. Organisme élu au sens ancien, c'est-à-dire choisi selon des procédés qui n'ont aucun rapport avec ce que l'on appela plus tard suffrage universel. Le plus souvent, une simple cooptation parmi les notables, avec une survivance plus ou moins symbolique d'anciens choix préalables par les principaux de chaque métier ou de chaque État. De plus en plus fréquemment, une simple désignation par le gouvernement ou l'intendant. Quelle qu'en soit l'origine, jamais démocratique, le corps échevinal représente la ville et jouit de pouvoirs longtemps considérables, que même les tentatives centralisatrices et autoritaires de Louis XIV et de Louis XV ne parviendront jamais à annihiler. L'échevinage, et spécialement son chef, son premier, son maire, son mailleur, c'est la ville elle-même, tout au moins son image et son symbole. Il ouvre ou ferme les portes, accueille les visiteurs illustres, préside en grand costume et grand cérémonial au rite majeur de la cité, grand-messe, procession, réjouissance et deuil. L'échevinage a détenu, et détient souvent encore, un certain droit de justice, plus ou moins imbriqué, ou en conflit avec celui du seigneur et celui du roi. À Bordeaux, par exemple, les jurats conservèrent longtemps la juridiction civile et criminelle sur tous les habitants, même étrangers, qui résidaient dans le territoire urbain et dans une vaste banlieue. À Beauvais, bien plus petite ville, la justice patrimoniale des mères et pères eut de la peine à retenir une compétence réduite à la simple police devant les progrès du bailliage seigneurial de l'évêché comté Péry. Et pourtant Colbert ressuscita la vieille justice communale pour la transformer un moment en tribunal des marchands avec juridiction sur les manufactures textiles. L'échevinage d'Amiens, longtemps avant le bailliage royal, puis en concurrence avec lui, régenta la première manufacture de France, reçut des testaments et régla même des successions privées. Assurer l'entretien des murs et la défense de la ville conférait aux échevins des pouvoirs militaires, qui furent longtemps importants. Les vieilles milices communales, mais prirent lentement, au cours du XVIIe siècle, un caractère plus ou moins décoratif, voire folklorique, compagnie d'arbalétriers, d'arquebusiers, occupés surtout du concours annuel. Sauf dans quelques provinces aux traditions vivaces et à la position de frontière, Boulonnais, Roussillon par exemple. Quoi qu'il en soit, les tâches militaires des villes entraînaient la nécessité de cotiser les habitants. En effet, les pouvoirs financiers des villes furent longtemps considérables, presque extravagants. Et même quand le pouvoir parvint à les contrôler de fort près, surtout avec Colbert qui tâcha de liquider les dettes énormes des communautés, villageoises comme urbaines, ces pouvoirs financiers demeurèrent importants, bien plus qu'au XXe siècle par exemple. Toute ville possédait des terrains, des immeubles, des droits, notamment d'octroi. Toute ville recrutait un corps d'employés municipaux qu'elle devait salarier. Dès 1550, Bordeaux en comptait une cinquantaine
qui s'occupaient des affaires financières, judiciaires, des divers greffes, de la police intérieure de la cité, sergents, huissiers, hallebardiers, tambours. Toute ville a le devoir de contribuer à une élémentaire voirie, se préoccupe de son pavé, puis de ses lanternes, de contribuer aussi à une hygiène encore plus élémentaire, avec des fontaines, des boues et déjà des éboueurs. Plus 1 ou 2 médecins ou chirurgiens des épidémies, les uns et les autres salariés. Toute ville a la charge de ses pauvres, dont le nombre peut croître brusquement lors d'une cherté, d'une épidémie, d'un accident politique et militaire, ou les trois à la fois. Or, la soudaine montée de l'effectif des pauvres du dedans, jointe à l'afflux presque inévitable des pauvres du dehors, pose tous les problèmes à la fois, médicaux, politiques et surtout financiers. Enfin, toute ville importante contribue à l'entretien d'un collège, parfois d'une université. De plus, le pouvoir central et particulièrement l'intendant contrôle de très près toutes ces activités. Mais il les subventionne rarement. La ville continue donc à avoir un budget, à percevoir des taxes pour son propre compte. Elle a ses assesseurs et ses collecteurs qui travaillent, souvent fort bien, au dénombrement des contribuables et à l'adaptation de la contribution urbaine à leurs ressources, puis à sa perception. Ces mêmes techniciens municipaux assurent aussi l'établissement et la collecte des impôts du roi, au moins en partie. Ainsi, la monarchie dispose d'auxiliaires à peu près gratuits et souvent compétents, fournis par l'administration urbaine. Définie par ses murs, ses privilèges et ses encore puissants échevinages, la ville d'Ancien Régime l'est encore par son cadre, aujourd'hui si souvent oblitéré qu'il n'est pas superflu de l'évoquer en quelques traits. Derrière la triple protection que lui confèrent ses fossés, ses remblais et ses murs, la ville d'Ancien Régime, héritière directe de celle du Moyen-Âge, offre des aspects devenus inattendus que révèlent de vieux plans et d'anciennes descriptions. Ce qui saute aux yeux, c'est un apparent désordre. Mis à part quelques géométriques bastides méridionales, quelques villes artificielles ou reconstruites après incendie, c'est un entrelac inextricable de ruelles tortueuses, de carrefours irréguliers, de places biscornues entremêlées de chapelles, d'églises, de croix de bornes, de ruisseaux, de cimetières et de cloaques. Un peu d'attention révèle pourtant des noyaux de peuplement, des zones organisées et de grands espaces vides. Bien rares sont les villes qui ne comportent pas une cité et une grande place. La cité, il est fréquent qu'elle soit directement issue de l'urbanisme romain dont elle conserve alors les tours et les pierres, se regroupe solidement autour de la cathédrale ou de la collégiale. Palais épiscopal, maison canoniale, minuscules paroisses, chapelles, pieuses personnes, lieux de justice, gens de justice. Des remparts, des portes, au moins des bornes séparent ou ont séparé la cité du marché, autour duquel se sont établis les négociants et les boutiquiers, qui ont leur paroisse, bien à eux, leur saint patron, leur lieu de réunion, leurs institutions, leur maison commune, longtemps rivale de la maison du seigneur ou de celle de l'évêque. À ces deux noyaux peut s'ajouter une citadelle. Au-delà, un tissu plus diffus de quartiers et de paroisses est habité par l'indispensable petit peuple des compagnons, des ouvriers, des journaliers. Un long passé a pourtant marqué puissamment cet apparent désordre. Des limites anciennes et capricieuses entourent les paroisses, de 10 à 15 dans les villes vieilles et consistantes. D'autres bornent les seigneuries, et donc les justices seigneuriales. D'autres isolent des quartiers, sortes de sous-multiples administratifs et policiers de la ville, avec ses quarteniers, ses dizainiers, bientôt ses commissaires.
Une géométrie cadastrale assez mystérieuse et au moins médiévale assigne à chaque maison un espace de tant de pieds, surtout en façade, car il importe d'avoir pignon sur rue, pour l'intérêt matériel et pour l'honneur. Seuls les riches ont pu bâtir ou rassembler des maisons couvrant plusieurs espaces. Au-delà de cette géométrie de l'habitat, qui rappelle invinciblement l'ancien Mansus déjà repéré à la campagne, et de ce puzzle de bornages seigneuriaux, paroissiaux ou autres, la nécessité, l'habitude ou l'obligation continue de spécialiser les quartiers et les rues. Les tanneurs et les teinturiers ne peuvent qu'aligner leurs ateliers et leurs demeures au long des rivières et des ruisseaux. C'est la commodité ou la tradition qui groupe en maisons jointives les joailliers et les fourreurs. Une sorte de ségrégation géographique sépare souvent les quartiers opulents des quartiers pauvres, sinon misérables, banalité qui, cependant, n'est pas toujours exacte. En effet, des sortes de divisions verticales compliquent assez souvent ce cantonnement horizontal. Dans les plus grandes villes, qui s'accroissent plus aisément en hauteur qu'en largeur, l'ouvroir, la boutique ou l'étable est en bas. Les familles aisées à l'étage noble, le premier au plafond plus élevé, et la misère monte progressivement le long des escaliers. Ailleurs, de minuscules et presque rurales chaumières, ardoises et tuiles sont plus rares et plus chères, sauf exception locale, groupent des familles modestes, souvent une par pièce, autour du puits commun, où aboutissent d'infimes jardinets engraissés par les sous-produits du ménage. L'extension des espaces vides de maisons, est plus surprenante. Outre les places et les cimetières, en pleine ville, jusqu'à une déclaration royale de 1776, ils comprennent aussi des prés, des vignes, de vastes jardins enclos, parfois de véritables champs. Raison de commodité, raison de prévoyance, il fallait bien qu'une ville assiégée puisse se nourrir et offrir des pâturages aux bestiaux réfugiés. Puis les goûts, les modes et les privilèges ont pris le relais de la nécessité et conservé à la plupart des villes leur couleur semi-campagnarde. Les couvents multipliés, les hôtels nobles et même les maisons bourgeoises, pour le plaisir autant que par tradition, ont gardé leur parterre et leur potager. Tout citoyen non misérable sent le besoin de faire pousser des raves et des choux, de nourrir si possible 3 poules et un cochon. Plus riche, il a écurie et étable, et parfois un pré. De nombreuses villes ont encore leurs troupeaux communs, et élisent leurs bergers et leurs porchers. Il faut bien aussi que les bouchers disposent de quelque espace, souvent dans les faubourgs, pour faire rafraîchir un bétail qui vient de loin, et naturellement à pied. Il faut bien encore que blanchisseurs et teinturiers possèdent aussi de grands prés d'étendage, de séchage et de vastes entrepôts. L'échevinage possède enfin ces jardins ou ces terrains de manœuvre pour que la milice urbaine s'exerce à l'arc ou à l'arquebuse, consciencieusement, puis plaisamment en vue de quelques joyeux concours. Les espaces les plus considérables sont souvent occupés par les nombreux couvents que la contre-réforme a installés dans les villes, en sus de ceux que leur avait légués le Moyen-Âge. Ainsi, à Angers, 13 nouveaux couvents s'ajoutent aux 10 anciens entre 1596 et 1640, en attendant les 5 qui suivront avant la fin du siècle. Bâtiments, jardins et parcs occupent habituellement de très vastes surfaces où la vie urbaine ne pénètre pas et achèvent de donner aux villes anciennes leur couleur si intensément ecclésiastique. Une trentaine d'églises et de chapelles à Beauvais, 69 à Angers. Les plus récentes, il est vrai, campant aux limites de la ville et dans les faubourgs. Toutes les villes ont habituellement leur faubourg, étiré le long des routes principales,
Bien que situés par définition hors des murs, ils appartiennent souvent à la banlieue juridique de la cité et participent donc à tout ou partie de ses privilèges. Ils jouissent eux-mêmes fréquemment de privilèges supplémentaires, surtout d'échapper à certains octrois qui ne se perçoivent qu'aux portes. S'y installent donc les bouchers, les blanchisseurs de toile et les guinguettes, où le vin nouveau se boit à moitié prix hors taxe, prompts à profiter d'une liberté supplémentaire. Pour le reste, les jardins maraîchers, les vignes et les prés des faubourgs, largement ruraux, contribuent à nourrir la ville. L'instabilité des faubourgs, en temps de guerre fort menacés, parfois détruits, ils repliaient leurs hommes et leurs richesses intramuros, cesse au XVIIIe siècle. Avec la paix intérieure, ils s'étendent. Dans les plus grandes villes ou les plus prospères, ils sont même annexés. Passés les faubourgs, les dernières franchises, les derniers échos des privilèges urbains, commence la vraie campagne, cette mouvance économique, seigneuriale, financière et mentale de la ville parfois détestée des paysans, puisqu'elle aspirait le plus clair de leur production, sans leur rendre apparemment en bienfait ce qu'elle tirait de leur richesse. L'opposition de la ville et de la campagne apparaît aussi clairement alors que leur interdépendance. Cette interdépendance est trop évidente pour qu'on y insiste longtemps. Outre le marché, point de rencontre, d'échange et parfois de dispute, il existe de fréquentes solidarités de travail. À Laoust, journaliers et escoliers refluent vers les moissons et les vendanges. Dans les régions textiles, le tisserand rural a des contacts fréquents avec les ateliers et les marchands urbains, etc. On n'oubliera pas, enfin, les aspects démographiques si complexes. Si les villes expédient fréquemment des nourrissons vers les campagnes, elles en reçoivent un afflux important et irrégulier d'immigrants qui, par le biais de l'apprentissage et de la condition domestique, contribuent à leur tour à la richesse, à leur développement, mais aussi à remplir leurs hôpitaux et leurs cimetières. Mais les paysans qui venaient de la ville, épisodiquement ou définitivement, y trouvaient une société plus structurée, plus rigide, plus hiérarchisée que celle qu'ils venaient de quitter. Cette société urbaine, bien connue dans quelques villes, mérite une étude attentive. Quelques douzaines d'ecclésiastiques et de légistes ont essayé de décrire la société dans laquelle ils vivaient, mais au sein de laquelle ils occupaient une place de choix. Ils l'ont toujours fait en se reportant, consciemment ou non, à des modèles très anciens. Ils voulaient en retrouver les contours qu'ils tenaient pour éternels et sacrés. Ainsi, Charles Loiseau assimile constamment les ordres du temps d'Henri IV à ceux de Rome ou du ciel. C'est dire que Loiseau et ses semblables témoignent bien plus sur leur propre mentalité que sur la réalité contemporaine. Il n'empêche que leur mentalité appartient à cette réalité et qu'elle aide à la comprendre. De plus, quelques-uns de ces rhéteurs sont parfois aussi des observateurs, plus ou moins pourvus d'œillères ou de lunettes déformantes. Ils témoignent à leur manière, partiellement, partialement, insuffisamment, mais il convient de les écouter. D'un commun accord, ils n'aperçoivent les hommes qu'en groupe. Si l'on met à part les abstractions des moralistes, des littérateurs et des philosophes, qui se ramènent à des singuliers collectifs, le chrétien, le sage, l'honnête homme, etc., l'homme isolé leur paraît à la fois inconcevable et scandaleux. Ils ne sont pas loin de soupçonner de noirs desseins, comme d'avoir commerce avec le malin ou avec Dieu,
c'est un ermite. Ce que nous appellerions aujourd'hui les marginaux ou les asociaux, en gros les mendiants du temps, constituent en effet assez rarement des unités individuelles séparées, mais des groupes fort organisés avec des chefs, des lois au moins tacites, des sites, et même une langue déjà appelée argot. Tous ces hommes, en groupe, s'insèrent aisément dans la très vieille, indo-européenne, classification juridique des ordres. Ceux qui prient, oratores, ceux qui en principe guerroient, bellatores, ceux qui travaillent afin que les précédents puissent prier et guerroyer, laboratores. La vénérable distinction des trois ordres survit évidemment, bien que recouverte de gloses poussiéreuses et défigurée par de multiples glissements de sens. Si le premier ordre se définit par l'onction sacrée, le second découle de la race plus que de l'épée, et le troisième ne correspond plus qu'à une immense poubelle qui ramasse tout ce que ne retiennent pas les deux autres. L'originalité de la ville par rapport à la campagne, c'est qu'à l'intérieur des trois ordres se dessinent avec une exceptionnelle netteté des corps presque parfaitement définis et conscients de l'être. À la campagne, les éléments de la masse paysanne ne se distinguent habituellement que par leur place dans la production et leur niveau de vie. Les groupes que l'historien parvient à distinguer dans ce magma peu constitué ne correspondent presque jamais à des statuts légaux ou coutumiers, ni même à des dénominations claires. Il n'y a pas de corps de laboureur ou de métayer, et le sens de ces deux derniers termes, quand ils en ont un, change d'une province à l'autre. Rien de semblable en ville. Chacun y appartient à un corps. Chaque corps possède un statut juridique approuvé et souvent octroyé par l'autorité judiciaire et administrative. Chaque corps revêt un caractère religieux, symbolisé souvent par sa consécration à un saint patron et par des cérémonies religieuses célébrées en commun. Chaque corps a des rites d'admission, une hiérarchie, des chefs, habituellement capables d'ester en justice et de gérer un budget, tout au moins une caisse. Chaque corps a un état d'esprit, une symbolique, et surtout une place âprement revendiquée dans une hiérarchie à la fois ascendante et processionnelle, qui se manifeste ostensiblement dans les grands défilés urbains, comme les processions solennelles, et même dans les actes politiques rescapés de l'ancienne vie municipale, comme les élections à l'échevinage, qui s'effectuent souvent par corps. Le rang dans la procession, le rang dans le scrutin, exprime exactement l'estime rituelle dans laquelle la mentalité du temps tient le corps qui vote ou qui défile par rapport à ceux qui le précèdent et le suivent, et dont la somme forme à peu près l'ensemble de la société urbaine telle qu'elle apparaît aux contemporains. Mais il est trop évident qu'il y a corps et corps, que du mestier jugé fort vil des cordonniers en vieille, les savetiers, à la compagnie de messieurs du présidial, et à plus forte raison du Parlement, il apparaît non seulement une considérable différence de dignité et de qualité, mais peut-être aussi une différence de nature. Sous le vocable de corporation, parfaitement anachronique mais ratifié par l'usage, on désigne habituellement les groupements professionnels stricts qui se dénommaient eux-mêmes corps et communautés d'art et métiers, ou plus simplement métiers. Leur extraordinaire diversité, maintes fois soulignée, ne dévoile pourtant pas leurs traits d'ensemble.
Ce sont des communautés professionnelles, parfois très étroites, éperonniers, cordonniers, peigneurs de laine, parfois assez larges, drapiers, d'effectifs tantôt fournis, tantôt insignifiants, à Paris au XVIIIe siècle en aumiers et 3000 merciers. L'unité d'activité, habituellement manuelle, mécanique, selon le langage du temps, saute aux yeux. Pourtant, les artistes, comme les médecins, bientôt les apothicaires, tiennent à se distinguer du vulgaire, groupé dans les métiers forcément plus vils. L'unité juridique est plus frappante encore. Les autorités urbaines, surtout les autorités seigneuriales, et, bien entendu, l'autorité judiciaire émanant du roi, ont autorisé, reconnu, pourvu ou non, de statut chaque métier, qui est toujours placé sous une ou plusieurs tutelles. Aucun ne peut se réunir, lever des deniers ou rendre des comptes sans l'autorisation particulière de l'une au moins de ces autorités. Ainsi encadrée et surveillée, la corporation essaye furieusement de maintenir un monopole de travail. Querelle les corporations voisines au moindre soupçon d'empiétement ou, comme on disait, d'entreprise, instaure entre ses membres une discipline religieuse. Messe, dévotion, œuvre, une discipline de travail, statut souvent tatillon, mais pas toujours, une discipline financière, cotisation, une discipline morale plus ou moins stricte, volontiers doublée d'une légère confraternité charitable. Secours aux orphelins, aux malades, frais funéraires, presque jamais d'aide aux chômeurs. Presque toujours, ces associations légales de travailleurs manuels spécialisés dépendent strictement d'un groupe étroit de grands patrons, les maîtres, jurés, gardes. La terminologie est inépuisable. Ils se succèdent par filiation entière et constituent de véritables oligarchies apparentées qui commandent en fait et en droit, le droit suivant le fait, comme il est de règle. La poignée de puissants et la masse de compagnons rassemblés dans le métier avaient du moins en commun ce trait de mentalité particulièrement vivace. Un amour-propre professionnel jaloux, une foi obstinée dans le tour de main, voire le secret de la profession, une opposition radicale et presque maladive à toute transformation, à toute nouvelleté impie, un culte naïf de la tradition, dont l'excellence et le caractère sacré ne sont presque jamais mis en doute. Mais les communautés de métiers constituent simplement la catégorie de corps la mieux connue, sans doute aussi la plus répandue dans les villes anciennes. Il en était de plus modestes, il en était de plus brillantes. Ces dernières confisquaient plus volontiers le vocable assez distingué de corps, avec l'acception de nos actuels corps constitués, ou prenaient celui de compagnie, qu'il était plus encore. À l'intérieur donc du tiers-état, mais aux dignités et aux rangs les plus élevés, marchaient donc les premiers, les officiers de justice du roi, une dizaine dans une ville moyenne, puis ses officiers de finance, un peu plus nombreux, puis les juges seigneuriaux, puis, dans l'ordre, ses auxiliaires indispensables, les avocats, les procureurs, nos avoués, les greffiers, les notaires, alors modestes, les huissiers, les sergents. Chaque compagnie, avec ses statuts, ses privilèges collectionnés, ses chefs, ses habitudes de réunion, sa caisse, et une mentalité corporative si accusée qu'elle avait abouti, avant Louis XIV, à la création de syndicats, mot du temps, assez fortement structurés et revendicateurs pour avoir contribué au déclenchement de quelques frondes. Parmi ces hommes en noir, détenteurs d'une parcelle de l'autorité royale, s'étaient glissés les médecins, qu'on n'appelait jamais docteurs, qui disputaient aux avocats leur place à la procession. Après les principaux praticiens du droit, écrivait Loiseau au début du XVIIIe siècle,
Suivent à Rome et en France les marchands, les derniers du peuple qui portent en qualité d'honneur, étant qualifiés honorables hommes ou honnêtes personnes et bourgeois des villes, qualités qui ne sont attribuées ni aux laboureurs, ni aux sergents, ni aux artisans, et moins encore aux gens de bras, qui sont tous réputés viles personnes. » Fin de citation. Parce que les marchands remuent des objets matériels, les gens de basoche comme l'oiseau ne leur accordent, et même aux négociants, qu'une estime médiocre. Leur rôle réel est évidemment plus considérable que leur simple rang. Il faut pourtant souligner que les plus grands marchands constituent rarement un corps très structuré. Presque tous sont fortement individualistes, anti-étatistes, partisans d'une liberté économique totale et séparés par de dures concurrences d'entreprises. Aussi s'organisent-ils collectivement d'une manière souvent lâche ou épisodique. Lutte contre des corps, drapier contre négociant en drap par exemple, voisins aux prétentions inacceptables, contre les prétentions dirigistes des ministres, sociétés plus ou moins éphémères, élections indispensables en leur sein des juges, des très utiles tribunaux consulaires créés au XVIe siècle sur le modèle lyonnais, survivant encore au XXe siècle. À l'autre extrémité de l'échelle des corps urbains, les nombreux agriculteurs des villes offrent aussi, mais pour d'autres raisons, une assez médiocre organisation. Cette médiocrité réalisait une sorte de compromis entre l'inorganisation propre aux gens de la campagne et le corporatisme de ceux de la ville. On trouvait habituellement une ou deux communautés mal liées de laboureurs, jardiniers, vignerons, que n'attachait guère que le festoiement tout juste religieux de quelques saints rustiques. Des requêtes nécessaires pour la fermeture et le ban des vignobles, et parfois un rôle de dernier plan dans l'élection des échevins. Quant aux journaliers et gagne-deniers, qu'ils se soient ou non rattachés à un quelconque métier où ils œuvrent épisodiquement, cela n'ajoute rien à leur situation de fait, instabilité et misère. Ordre, métier, corps et communauté ne renfermaient jamais la totalité de la société urbaine. Toutes les femmes seules, sauf quelques veuves de maîtres, si nombreuses dans le célibat et la viduité, le veuvage, tous les domestiques, assez près du 10e de la population urbaine, presque tous les manouvriers, tous les instables, les marginaux et les asociaux se mouvaient hors des cadres corporatifs classiques. L'on sait déjà qu'ils étaient à peu près inexistants à la campagne. À la ville, ils ne réussissaient pas, loin s'en faut, la totalité de la population. Encore, découvrirait-on, sur ce point précis, d'étonnantes variations locales qu'on ne peut évoquer ici. Faut-il redire que cet échelonnement de groupuscules exprime bien plus une vision traditionnelle que des réalités profondes? Que les lettrés de l'Ancien Régime, surtout avant le XVIIIe siècle, hommes aisés, formés par l'enseignement le plus sclérosé qui fut jamais, étaient incapables de bien voir la réalité sociale, soucieux qu'ils étaient d'y reconnaître seulement les ordres divins et les ordres romains, et de justifier par des sophismes la place de choix qu'ils occupaient ou prétendaient occuper dans cette société. Deux exemples. Le clergé et la manufacture textile permettent de saisir aisément ce qu'a d'insuffisant et de trompeur la vision traditionnelle par ordre, État, corps et communauté. Fortement unifié par son onction sacrée et sa robuste organisation, spirituelle et surtout temporelle, le premier ordre du royaume rassemble en un comprimé partiel la société française, surtout l'urbanisme, mais surtout pas la majorité populaire.
la plus haute noblesse dans les évêchés et les abbayes, la grande bourgeoisie dans les chapitres et la plupart des couvents, mêlés avec de la petite noblesse, ce qu'on appellera grossièrement et provisoirement classe moyenne dans les cures, les bons vicariats, les couvents plus modestes, le peuple nulle part ou presque, quelques moines effectivement mendiants, quelques prêtres habitués, non pourvus de bénéfices. Des décisions juridiques de 1695 et 1698 ont ratifié la coupure du clergé en deux classes, évidemment appelées ordres. Le premier et le second ordre du clergé, lui-même premier des trois ordres. Elle consacrait l'assujettissement du bas clergé aux évêques. Dans la première industrie d'alors, la manufacture textile, il était courant, mais non général, que tous les drapiers, du plus misérable compagnon au plus opulent chef d'atelier, fussent installés dans la même corporation. Il est superflu de redire que les ouvriers n'y jouaient aucun rôle, les plus puissants maîtres détenant tous les postes de direction. Les humbles s'en accommodaient parfois mal, et entraient alors dans des compagnonnages plus ou moins clandestins, premiers organismes, encore archaïques, d'une lutte de classe confusément ressentie. Le plus souvent, ils se contentaient de rumeurs ou d'émotions épisodiques ou se résignaient. Mais l'unité corporative était plus apparente que profonde. Comme dans les campagnes, c'est la notion fondamentale d'indépendance économique qui permet le mieux de distinguer les classes urbaines en formation ou vraiment formées. Les classes dépendantes, les premiers contours des prolétaires urbains. Les prolétariats urbains, un pluriel nuancé, est ici plus exact qu'un singulier sommaire, ont probablement constitué les groupes les plus nombreux des villes, sinon la majorité. Leur définition rassemble des caractères simples. Ils sont à peu près exclus de la propriété foncière, de la propriété des moyens de production et très faiblement possesseurs de biens mobiliers. En d'autres termes, ils ne détiennent ni maison, ni terre, ni outillage autre qu'individuel et manuel. Tous sont locataires, entassés dans une pièce ou deux, et payent mal leur loyer, toujours en retard. Mobilier sommaire, vaisselle de terre, linge de chanvre usagé, réserve monétaire ridicule ou nulle, dette chronique. L'endettement envers le propriétaire, l'usurier de quartier ou le patron constitue peut-être un trait dominant. Sauf les meilleurs compagnons des métiers délicats, bâtiments, ameublement, ferronnerie, assez bien payés, couramment le double des autres, la plupart de ces pauvres airs présentent une qualification professionnelle extrêmement faible, accompagnée inévitablement d'une grande instabilité. Beaucoup sont successivement, et presque simultanément, fileurs, aides à maçon, moissonneurs, vendangeurs, cureurs de fossés, terrassiers et passagèrement oisifs, c'est-à-dire chômeurs sans la moindre indemnité de chômage. Que la maladie, la vieillesse ou la crise économique surviennent et l'oisiveté risque de devenir permanente, ce qui ouvre la route à la misère, à la mendicité, au vagabondage. En temps normal, les salaires familiaux, car la femme et les enfants de 8 ans travaillent à moitié ou à quart de prix, couvrent les besoins matériels élémentaires, permettent rarement l'épargne et ne laissent espérer aucune promotion. 10 sols par jour au temps Louis XIV, pour un homme, soit 100 à 120 livres tournois par an, l'équivalent d'une quinzaine de livres de pain par jour, en bonne période. Le double si la femme et 2 enfants peuvent travailler, et en temps de cherté, 2 à 3 fois moins de pain si le chômage ne survient pas.
une grande vulnérabilité liée à la fois à la santé familiale, au nombre des jeunes enfants, à l'état du marché et de la conjoncture. Le niveau mental de ces populations accroît encore cette vulnérabilité. Alphabétisation nulle ou insignifiante, on sait dessiner au plus ses initiales ou une marque de métier, pratiques religieuses fortement teintées de magie et de superstition remontées d'un lointain passé, alimentation déséquilibrée, trop de céréales, de féculents et de mauvaises piquettes, hygiène nulle, fièvre fréquente, forte morbidité épidémique, hypersensibilité aux racontards, aux rumeurs, aux paniques, facilité, violence et brièveté des émotions locales, assez aisément réprimées à partir du règne de Louis XIV. Une faible part de ce prolétariat est consciente de sa situation. Elle cherche à lutter pour ses salaires et son emploi, le plus souvent au sein de divers compagnonnages, d'ailleurs rivaux, obstinément poursuivis par l'Église et l'État. Il s'agit alors des métiers du bois, du cuir, des métaux, du livre, qui comportent le plus de qualifications. Le monde du textile est capable, au plus, de briser parfois les vitres des patrons les plus durs. Cette partie des ouvriers, à la fois la plus nombreuse et la plus proche du prolétariat industriel du XIXe siècle, est l'une des moins organisées et des moins conscientes. Sa faible qualification, son bas niveau de vie et sa forte demande de travail semblent la confiner dans l'hébétude ou la résignation. Une frange inférieure assez considérable, sans véritable spécialité, sans grand esprit, sous prolétariat d'occasion, aussi de la mendicité aux menus travaux agricoles ou urbains. Enfin, tous les marginaux, généralement mieux organisés, profitent, clandestinement ou non, d'une société qui les a rejetés ou qu'ils rejettent. De ce groupe mal connu de paresseux, d'incapables, de francs voyous, de prostituées et de vide-goussets, il n'est pas interdit de rapprocher des inadaptés passagers comme les soldats en rupture de solde ou brusquement libérés par la paix. Tels sont les 4 probables étages de ces basses classes populaires des villes, encore insuffisamment connus, faute d'études approfondies, plus que de documents d'archives. Malgré ces lacunes de notre information, la dépendance économique, sociale, politique et mentale de ces hommes ne peut être mise en doute. Ils sont à la merci des employeurs, sans jamais aucune garantie d'emploi. Ils sont à la merci de fluctuations économiques qu'ils ne comprennent pas. Ils sont à la merci des pouvoirs administratifs ou répressifs de toutes sortes, y compris du pouvoir religieux, au fonctionnement desquels ils ne participent jamais, sinon comme témoins muets. Ils sont systématiquement parqués dans leurs conditions, puisque toutes les maîtrises et tous les ateliers sont pratiquement héréditaires. Les quelques cas de promotion ou de simple élévation sociale connus relèvent d'aventures individuelles, issues le plus souvent de mariages heureux, avec des veuves de maîtres, plus rarement de parrainages bienfaisants ou de dotations pieuses comme les bourses pour le collège ou le séminaire. La crainte, l'habitude, la religion et les éternels tranquillisants, alcool, festivités, littérature orale, écrite d'évasion, assurent les classes supérieures et l'État de leur soumission quotidienne. Médiocre, au sens classique, c'est-à-dire moyen, ainsi appelait-on, avant 1750, les gens qui n'étaient ni aisés ni pauvres. De petits patrons, des chefs d'atelier, des boutiquiers, les moins opulents des marchands et des rentiers, et aussi des officiers modestes, comme les greffiers et les procureurs. Occupations et statuts aussi divers que possible, fortune et revenus comparables, indépendance habituelle. Leur foisonnante variété professionnelle ne peut voiler l'essentiel. Ces hommes sont tous propriétaires, au moins d'un atelier ou d'une boutique, souvent d'une maison entière.
Il est rare qu'ils ne possèdent pas aussi un jardin ou une vigne de banlieue, parfois quelques arpents de terre dans le voisinage. Ils ont habituellement une servante et un ou plusieurs employés, permanents ou temporaires. Ils détiennent toujours quelques écus bien dissimulés et un petit paquet de créances, parfois de gages, sur leurs ouvriers, leurs fermiers ou leurs voisins. Pourvus d'un minimum d'instruction, ils savent compter et écrire, s'ils ne lisent guère que des ouvrages pieux, mais encore pas toujours. Ils se distinguent du commun par des vêtements corrects et sombres, mais non recherchés, et par une place déjà enviable à la messe qui peut les conduire jusqu'au poste assez honorifique de marguillier de paroisse. Maîtres dans un métier ou membres d'une compagnie, il arrive qu'ils y tiennent le rôle de comptable, de trésorier, de garde-juré, et qu'ils concourent au premier degré de l'élection des échevins. Bons clients des notaires et même des tribunaux, ils veillent de près sur leur intérêt, arrangent comme autant d'affaires le mariage de leurs enfants et essayent d'en pousser un au séminaire, un autre au couvent. Petits notables de quartier, de métier, de carrefour, au contact des plus grands et des plus petits qu'eux, ils ont pu jouer un rôle dans des querelles locales, dans une émeute, dans une fronde, mais rarement jusqu'à se compromettre vraiment et payer de leur personne. Beaucoup devaient s'engager plus avant au moment de la Révolution. Cette classe active de moyens boutiquiers, de petits patrons, d'entrepreneurs modestes, de rentiers économes, a le sentiment de son importance et vise à l'accroître. Elle n'est pourtant pas à l'abri des aléas de la conjoncture. Ses revenus, son pouvoir, son indépendance habituelle peuvent être menacés, même disparaître. En temps habituel, quelques mauvais payeurs, des faillites en chaîne, un changement des goûts, des techniques, même une mauvaise santé suffisent à mettre en danger un atelier ou une boutique, même à le faire sombrer. Quelques prêts malheureux, une mauvaise gestion, l'initiative de concurrents plus hardis ou plus habiles ont parfois vite fait de détruire des entreprises modestes. Quand interviennent la guerre, un blocus même relatif, des désordres monétaires ou de marché, quelque incertitude politique, ou ces grandes périodes souvent alternées de crises économiques de type ancien ou de contraction d'ensemble, seconde moitié du XVIIe siècle, bien des médiocres succombent. Leur entreprise absorbée par d'autres et deviennent ouvriers, parfois mendiants. Plus souvent, ces pauvres honteux que l'Église du temps secourait avec dilection. Un certain processus de prolétarisation a parfois pu être observé dans quelques villes entre l'époque de Mazarin et celle du système. Inversement, les plus intelligents, les plus adroits ou les plus solides s'élevaient, généralement par le négoce, presque toujours par une usure semi-légale, plus rarement, à ce niveau, par la participation aux affaires du roi, ferme d'impôts, fourniture aux armées, prêts déguisés. Il était pourtant exceptionnel qu'ils atteignent d'emblée à des offices substantiels et honorables, de bailliage ou d'élection. Il fallait une étape intermédiaire. Les médiocres présents dans toutes les villes, qui évidemment ne pouvaient se passer de maîtres, de petits commerçants, de modestes entrepreneurs dans toutes les activités banales, y ont constitué des minorités nombreuses, souvent à l'aise, parfois remuantes, en définitive stables. De véritables dynasties de drapiers, de maçons, de bouchers, de tanneurs, de procureurs et de notaires s'y observent couramment, pendant de longues périodes, avec des patronymes qui changent peu ou lentement. Dans ce milieu, les ascensions et les reculs ne sont pourtant pas exceptionnels, mais l'historien repère peu difficilement les reculs. Et pourtant, sauf pendant quelques périodes agitées, la Ligue, la Fronde, ils ne jouent jamais le rôle essentiel. À aucun titre, ils ne dominent.
Dans toute ville importante, et toute noblesse mise à part, quelques dizaines de patronymes, au plus, reviennent comme un leitmotiv dans les listes d'échevins, de chanoines de la cathédrale, d'administrateurs des hôpitaux, de juges au bailliage, à l'élection, au consulat. On les retrouve chez les notaires, où ils constituent les plus grosses dots, laissent les plus fortes successions, effectuent les plus importantes transactions et les plus gros investissements en rente ou en terre. Ces oligarchies urbaines soigneusement apparentées détiennent des fortunes qui, vers 1700, s'expriment couramment par des nombres de 6 chiffres, parfois 7. Elles appartiennent aux plus gros négoces, aux meilleures compagnies d'officiers, à la plus hardie spéculation sur les terres, les rentes, les impôts et les guerres. Presque toujours aussi, mais avec de plaisantes exceptions, à la meilleure culture, pour tout dire, à la meilleure bourgeoisie. Elle mérite donc une attention particulière, d'autant plus que la polémique et la confusion, s'étant installées dans le vieux problème de la bourgeoisie française